Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui dimanche 6 avril 2025, la communauté mondiale commémore la journée internationale du sport au service du développement et la paix. Dans cette émission, nous recevrons Aurélien Routonji. Il est le président de la Fédération béninoise de natation. Avec lui, nous parlerons des performances et de la natation du Bénin et surtout les défis qui attendent. L'invité média de cette émission, Sergino Locosso, sera aussi avec nous. Il est analyste politique et journaliste au quotidien Le Matinal. Avec lui, nous ferons le décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et comme d'habitude, la page culturelle de cette émission ne sera pas occultée. Nous recevrons spécialement pour vous le président d'honneur de l'amicale des jeunes managers d'artistes du Bénin. Il est aussi le manager du chanteur Gégé Lapino. Il s'agit bien évidemment de Ghislain Estilagodji. Il viendra nous parler de la place du manager dans la vie d'un artiste, entre l'artiste et le manager. Qui est le patron et pourquoi Gégé Lapino est de moins en moins visible sur la scène nationale? Autant de questions que le public béninois se pose. Mais avant de dérouler tout ce programme, voici le journal. Au sommaire de cette édition, rencontre des Kanem Borno et Aoussa du Bénin. C'est un rendez-vous qui intervient à la suite du vote de la loi sur les chefferies traditionnelles par l'Assemblée nationale. Les retrouvailles ont été l'occasion pour cette communauté de se concerter en vue de trouver les voies et moyens pour se faire entendre et se voir rétablis sur la nouvelle carte des chefferies. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement va au contact des populations du département du Mono. Wilfried Léandre Humbedji a échangé avec les populations d'Atiémé et Lokossa sur les réalisations du gouvernement Talon depuis 2016 à nos jours. Le résumé des échanges dans ce journal. Nous parlerons également du nouveau-né dans l'arène politique du Bénin. Il s'agit du Parti Le Libéral qui a tenu son congrès national ce samedi dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un parti qui prône la démocratie pluraliste, le progrès équitable et la solidarité nationale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Rencontre des Kanem Borno et Aoussa du Bénin. Le rendez-vous de Boycon intervient à la suite du vote de la loi sur les chefferies traditionnelles par l'Assemblée nationale. Les retrouvailles ont été l'occasion pour cette communauté de se concerter en vue de trouver des voies et moyens pour se faire entendre et se voir rétablis sur la nouvelle carte des chefferies. Voici le compte rendu de Imet Hélène Amosso. Des Haoussa venus des quatre coins du pays, tous ont rallié la ville Carrefour sur invitation du président de l'Union islamique du Bénin, également imam de la mosquée centrale de Boycon. La rencontre est le cadre choisi en vue de se concerter pour trouver ensemble les voies et moyens de se faire entendre suite au vote récemment par l'Assemblée nationale de la loi sur les chefferies traditionnelles. Une loi est votée, il n'est pas interdit qu'elle soit modifiée ou complétée. Ce n'est un secret pour personne. Nos aïeux, les Haoussa, sont arrivés du Nigeria 7 sur invitation du roi de Dahomey d'alors. Si mes souvenirs sont bons, je passe sous le contrôle de mes années, vers les années 1713, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour le royaume de Dahomey. Suite à cela, le roi Dahomey a reconnu ce que nos aïeux ont fait pour Dahomey en son temps et a intronisé nos parents, nos aïeux. Je voudrais simplement dire aux uns et aux autres que nous prenons acte de ce qui a été fait. Nous félicitons le chef de l'État pour avoir essayé d'organiser ce secteur, mais que l'histoire soit vraiment mise à sa place. Là, les mêmes Haoussa qui sont éparpillés un peu partout. Si tu vas à Kandi, Djougou, Parakou, Porte-Novo, Boycon, Abomey, Kanan, c'est les mêmes Haoussa. Et je dois préciser aussi que si on est arrivé à être béninois aujourd'hui, il faut qu'on dise que nous sommes comme des fils des rois. Le roi Gadja, voir ce que les Haoussa ont fait pour son royaume, il a intronisé le premier responsable qui est arrivé en son temps comme roi des musulmans. Il a été intronisé en 1715. Et si tu es un Haoussa, les preuves sont là. Si tu es un Haoussa, tu vas au palais d'Abomey. On se considère comme un prince.
Au regard de la nouvelle disposition, 16 royaumes, 80 chefferies supérieures dépendantes ou non et 10 chefferies coutumières ont été reconnues. Également dans son article 8, la loi dispose que toute personne qui représente l'autorité traditionnelle au sein des formes d'associations sociales traditionnelles non répertoriées dans les articles 5, 6 et 7 est désormais dénommée chef communautaire. Malgré ces mesures, la communauté Haoussa semble ne pas se retrouver dans la nouvelle carte des chefferies et pourtant. Nos communautés ne sont pas des passagers clandestins de l'histoire de notre pays. Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui a traversé les siècles, portée par des valeurs de solidarité, de sagesse et de résilience. Nos danses, nos récits hippiques, nos rites sacrés ne sont pas de simples folklore. Ce sont des piliers de notre identité, les marqueurs d'un patrimoine qui a survécu aux tempêtes de l'histoire. Excellences, mesdames et messieurs, chers frères, levons-nous, non avec colère, mais en paix, avec la dignité de ceux qui savent respecter les textes qui régissent la République. Conformément à la loi, faisons-nous entendre. Conformément à la loi, faisons-nous entendre. Réclamons notre place, pas contre les autres, mais aux côtés des autres. Quelqu'un a dit, une culture reconnue est une flamme qui éclaire. Je demande aux membres de la commission qui ont élaboré le projet des chefferies de voir de notre côté. Nous avons constaté avec amertume que les Haoussa sont oubliés. Ça, ce n'est pas possible. Or, c'est le royaume d'Oyo qui avait des problèmes avec le royaume du Dahomey, et le royaume de Kano et de Bida ont intervenu aux côtés du roi du Dahomey, je parle du roi Agadia, et ils ont eu de succès. Et c'est pourquoi le roi, très content, il dit désormais, vous êtes comme des rois dans mon pays. Déterminés à mettre à disposition la documentation nécessaire pour attester de leur légitimité et pour retracer l'histoire des Kanem Borno et Haoussa du Bénin, ils espèrent pouvoir obtenir gain de cause et se voir rétablis. Il y va, disent-ils, du rayonnement de la culture béninoise. Le porte-parole du gouvernement était dans le département du Mono, Wilfried Léandre Humbedi, est allé échanger avec les populations d'Atiémé et de Lokossa sur les réalisations du gouvernement Talon depuis 2016 à nos jours. Voici le résumé des échanges avec Narcisse Alossé. C'est ici à Atiémé que le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a commencé sa série de séances d'échange à bâton rompu avec la jeunesse du Mono. Des échanges interactifs autour du mode de gouvernance du régime actuel. Au menu, plusieurs sujets. D'abord, les cantines scolaires. Dans les milieux comme Atiémé, on est autour de 95% de couverture. Dans tout le pays, c'est plus de 80%. Donc il reste encore à peu près 20% d'écoles où les enfants n'ont pas encore de cantine. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'eux tous, ils aient les cantines. Une couverture nationale avec un investissement de 30 milliards de francs CFA fait l'année écoulée pour impacter 1 300 000 enfants. Ensuite, les réformes sur les droits de grève au Bénin. Aujourd'hui, personne n'ira à l'hôpital et les agents de santé vont lui dire « nous sommes en grève ». Ils le faisaient. Les mamans qui sont ici savent, tu viens avec ta grossesse, tu es sur le point de faire ton enfant et ils te disent « on est en grève, on ne peut rien ». Et il sait très bien que la femme qui va faire enfant, sa vie est en danger, la vie de l'enfant est en danger. Ça ne se passe plus au Bénin aujourd'hui. Et c'est le même Bénin. Avec les mêmes ordres qu'on fait ça. On le fait parce qu'il y a plus de sérieux dans l'action du gouvernement. Sérieux et rationalité dans la prise de décision, a-t-il ajouté, avant d'aborder la question sur l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Avant, si vous êtes handicapé, vous n'allez même pas au concours de l'État. Vous n'avez pas de place. Mais on a fait la dernière fois un concours. Il y a 8 ou 9 personnes handicapées qui sont reçues au concours parce qu'on leur a réservé un quota. Ils ont un quota d'office. S'ils participent, ils remplissent les conditions, ils réussissent. On a commencé à faire ça. Après Atiémé dans la matinée, Lokossa dans l'après-midi, toujours dans la même journée du vendredi 4 avril 2025. Dans la ville de Lokossa,
comme dans toutes les autres villes. Ici aussi, tous les sujets touchant la vie publique au Bénin ont été abordés avec une foule de jeunes gens et dames. Des échanges à bâtons rompus qui, selon le porte-voix de l'exécutif, visent à éclairer le peuple sur les efforts de développement déployés au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je l'ai annoncé en début d'édition, l'échiquier politique béninois vient d'enregistrer une nouvelle entrée. Il s'agit du Parti libéral qui a tenu son congrès national ce samedi au Palais de la Gratitude à Abomey-Calavi. Devant plus d'1 millier de délégués venus de tous les départements du pays, Richard Boni-Ouourou a réaffirmé son engagement pour un Bénin où le développement est inclusif et durable. Le Parti des libéraux du Bénin prône la démocratie pluraliste, le progrès équitable et la solidarité nationale. Retour sur les temps forts de ce congrès avec Virgile Rodéon. Ce congrès est l'aboutissement d'un long processus entrepris depuis décembre 2023. Des petits groupes pour échanger et discuter de leur vivre ensemble et de leur avenir. Ils sont aujourd'hui 77 responsables communaux, 12 responsables départementaux et surtout plus de 1000 délégués venus lancer sous le leadership de Richard Boni-Ouourou, le libéral. Le libéral voit officiellement le jour aujourd'hui. Il naît avec la ferme ambition d'apporter une nouvelle alternative aux Béninois. Une alternative tournée vers la gouvernance, l'état de droit et le développement global de notre pays. Le libéral quitte ainsi l'étape de mouvement et devient un parti politique. Selon ses fondateurs, il est né sur le postulat d'un Bénin mal parti au lendemain de la conférence nationale, oubliant que le problème qui a conduit à ces assises était bien plus économique que politique. Le parti se veut donc être un cadre citoyen ouvert à tout Béninois, désireux de collaborer à un projet politique où il est le principal acteur de son propre épanouissement. Aujourd'hui, nous libéraux sommes en train d'officialiser ce qui sera l'incarnation de ces idéaux. Par l'intermédiaire de notre formation politique, le libéral, aboutissement d'un mouvement d'éducation, d'élévation politique, nous offrons la possibilité aux Béninois de s'affirmer pour ce qu'ils ont dans l'âme. Par notre orientation idéologique, nous offrons aux Béninois de toutes conditions la possibilité d'être partie prenante du développement de notre nation. Notre parti offre la possibilité de vivre et de s'épanouir dans une démocratie véritable au sein de laquelle tous et toutes auront une chance effective d'accomplir des actes constructifs tant pour eux-mêmes que pour la collectivité. La construction d'un peuple politique et l'ambition d'être un espace de liberté et de débat sont les volets essentiels du projet libéral. À ce congrès, le parti a dévoilé son projet de société qui se décline en 12 axes principaux, dont notamment démocratie indépendante des institutions et droits de l'homme, culture du développement basée sur la décentralisation, diplomatie et influence du Bénin à l'international. Il faut préciser que l'engagement des libéraux trouve son ancrage dans la solidarité, le progrès et l'équité. Parlons à présent de la deuxième édition du Forum national des femmes leaders qui s'est tenue à Cotonou du 3 au 4 avril 2025. Une rencontre qui a mobilisé plusieurs Amazones venues de divers horizons pour réfléchir sur le bien-être économique de la femme au foyer. À l'occasion, plusieurs panels ont meublé les échanges, une initiative placée sous la houlette, sous le haut parrainage de l'Institut national de la femme. Retour sur la cérémonie d'ouverture des travaux avec Teddy Goudalo. Ce rendez-vous des femmes à Cotonou constitue désormais une activité phare pour le réseau African Women Leaders Network au Bénin. Cette mobilisation des Amazones autour du deuxième Forum national des femmes leaders repose sur une thématique bien définie, le bien-être économique de la femme au foyer. Nous avons besoin d'initiatives conjointes pour que chaque femme au foyer puisse se sentir citoyenne à part entière de la République et de trouver des opportunités de se réaliser pleinement, tout en voyant son rôle reconnu, récompensé dans la société après le cas des femmes du marché dont nous avons parlé il y a 1 an et de celles dans les milieux de la santé. Au nom de Madame la ministre des Affaires sociales, je tiens à réaffirmer l'engagement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à œuvrer pour la reconnaissance et la valorisation du travail invisible de nos femmes au foyer.
La rencontre se veut un moment d'échange en vue de trouver un équilibre entre la vie familiale et l'autonomisation de la femme. Des discussions vont être menées sur les obstacles économiques des femmes au foyer. Il s'agira également pour les participantes d'explorer les pistes de solutions telles que l'accès au crédit, les opportunités d'emploi et la valorisation de leurs contributions. Nous savons tous que l'autonomisation économique des femmes est l'une des clés de la transformation sociale. À long terme, notre but devrait donc être que ce travail domestique soit partagé équitablement entre les sexes et que la femme gagne son propre argent. Les femmes béninoises consacrent en moyenne 3 à 4 fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et aux soins familiaux. C'est ce que nous révèle l'INSEE, aujourd'hui INSTAD. Selon une étude du PNUD, si ce travail était rémunéré, il représenterait jusqu'à 15% du PIB dans certains pays. Des débats sur les réformes nécessaires pour une meilleure inclusion sociale et financière des femmes vont également meubler les 2 jours de travaux. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est à cheval sur la compréhension du contenu de la loi des finances 2025 et l'accomplissement des obligations fiscales par les chefs d'entreprise. À titre illustratif, une conférence débat a été organisée ce jeudi par l'institution de concert avec la Direction générale des impôts à son siège à Cotonou. Plusieurs entrepreneurs ont pris part à cette séance d'information et d'échange. Hugues Vignbé pour Le Point. Que retenir sur les nouvelles dispositions et avantages de la loi de finances gestion 2025? C'est le thème central de cette conférence débat. À l'ouverture de la séance, une communication détaillée est présentée par Roger Sobabé, un cadre de la Direction générale des impôts, sur les mesures reconduites et les mesures nouvelles édictées dans la loi de finances. Elle ressemble un peu à la toute première mesure qu'on a évoquée, où il y a également des remises, des abandons de pénalités, d'amendes, de majoration, pour des personnes, mais cette fois-ci c'est pour des entreprises. Après cette conférence, la parole est donnée aux chefs d'entreprise présents. Une multitude de préoccupations sont recueillies et des réponses fournies par le conférencier. Ça leur permet de satisfaire à leurs obligations fiscales. Il y a certains chefs d'entreprise qui ne savent pas les impôts qu'ils doivent payer, ou qui te disent pourquoi je dois faire la facture normalisée, pourquoi la TPS est de 5%. Nous allons remercier la CCI Bénin pour cette initiative parce que là il y a des zones d'ombre qui aujourd'hui sont dissipées. Nous venons de comprendre beaucoup de choses que nous allons relayer dans nos groupes, dans nos secteurs d'activité, pour permettre aux opérateurs économiques de comprendre le travail alléchant, le travail impressionnant que fait le gouvernement à travers la Direction générale des impôts. À travers cette initiative, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin réaffirme sa détermination à accompagner techniquement les entreprises béninoises afin d'en faire des marques respectueuses de leurs devoirs fiscaux. La nouvelle cimenterie du Bénin, Nocibé, fidèle à sa réputation d'entreprise citoyenne modèle, vient de construire plusieurs salles de classe entièrement équipées et d'autres infrastructures au profit de l'école primaire publique de Agbo-Aldou, dans l'arrondissement de Massé, commune d'Adjawéré. Ces édifices, inaugurés par les responsables de Nocibé, offrent désormais de meilleures conditions d'études aux apprenants. Voici le compte rendu de Emma Rodono. C'est dans ces salles de classe élégamment peintes que les élèves du village d'Igbo-Adou, dans la commune d'Adjawéré, vont désormais recevoir le savoir. Ces précieux joyaux sont l'œuvre de la nouvelle cimenterie du Bénin, Nocibé, qui demeure ainsi fidèle à sa politique de responsabilité sociale. La Nocibé a construit plusieurs immeubles, à savoir 2 modules de 6 classes, plus le bureau du directeur, un bloc de cuisine, un réfectoire, un magasin de stockage des vivres pour la cantine scolaire, un bloc de latrines et une clôture. À cela s'ajoutent les équipements en mobilier pour les salles de classe, la cuisine et le réfectoire de la cantine scolaire. Mesdames et messieurs, la nouvelle cimenterie du Bénin
s'est résolument engagé à soutenir le système éducatif béninois. L'appui à l'éducation dans les localités de notre zone d'implantation et même au-delà sont pour nous une priorité. Car nous estimons que grâce à l'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire, le pari de former des citoyens de demain responsables et respectueux de l'environnement sera un pari gagné. Dans le rang des bénéficiaires, les mots étaient au remerciement. Que Dieu bénisse tous les travailleurs de la nouvelle cimenterie du Bénin. Nosibé, car c'est grâce à vous, Hugo Adou, autrefois une école sans abri, est devenue l'école la plus belle de la zone. C'est donc un moment de pur bonheur pour les populations de l'arrondissement de Massé. Le gouvernement aussi se réjouit des efforts inlassables de la NOCIBE dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la santé, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociale. Avec ces édifices, la nouvelle cimenterie du Bénin vient de compléter la longue liste de ses réalisations au profit des populations de sa zone d'implantation. Signe de son engagement citoyen à contribuer aux côtés du gouvernement au mieux-être des dites populations. Aujourd'hui, 6 avril 2025, le monde entier célèbre la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est une journée célébrée depuis 2013 par l'UNESCO et les Nations Unies. C'est une journée qui nous rappelle que le sport dépasse le simple jeu. Il constitue un droit fondamental et peut être un puissant catalyseur de paix, d'égalité et d'inclusion. À cet effet, nous allons recevoir dans un instant le président de la Fédération béninoise de natation. Avec lui, nous parlerons de ce sport qui enregistre depuis quelques années des réformes structurantes pour améliorer les performances des athlètes. Voici la pause, le temps d'installer notre invité. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Voilà, il est confortablement installé. Bonsoir à vous, Aurélien Ondondi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, messieurs les journalistes. Oui. Vous le savez déjà, avant de parler de la natation au Bénin, vous le savez, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale du sport au service du développement et la paix. C'est une journée qui nous rappelle que le sport dépasse le simple jeu. Il constitue un droit fondamental et peut-être un puissant catalyseur de paix, d'égalité et d'inclusion. Que vous inspire cette journée, surtout lorsqu'on définit le sport comme un outil au service du développement et de la paix? Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour.
lorsqu'on parle de sport et de développement, il y a un lien intrinsèque. D'accord. Parce que le sport, c'est d'abord le bien-être. Tout citoyen a le devoir de faire le sport. Et ensuite, par le sport, on a tout le développement économique, développement culturel, développement social, beaucoup de choses. À cause du sport, des peuples qui ne peuvent pas se parler, des peuples qui ne peuvent pas s'entendre, se retrouvent au niveau du sport. D'accord. Lorsqu'il y a une victoire, on ne sait pas si c'est le nord ou le sud, si c'est telle culture ou tel peuple qui ne peut pas parler, c'est pas ça. Le sport réunit toutes les nations, tous les peuples. Il arrive des moments où après des matchs, on voit des peuples qui commencent par se botter. Ah oui, ça c'est la passion. La passion. Oui, ça c'est la passion. Donc le fair play doit dominer. Voilà. Et justement, comment se porte la Fédération béninoise de natation dont vous avez la présidence? Ah oui, merci bien monsieur le journaliste. Oui. J'avoue que je suis très honoré de parler de cette discipline aujourd'hui. Pour avoir été plusieurs fois dans plusieurs mandats secrétaire général, avant de prendre la tête de la fédération il y a 2 ans. Aujourd'hui, la natation se porte très bien. Très bien. Très bien. Avec de belles performances? Ah oui, parce que à notre arrivée, nous avons mis en place une vision. D'accord. C'est de faire qualifier le Bénin aux Jeux Olympiques. Et ce défi, nous sommes en train de travailler pour. Et pour y arriver, nous avons mis en place une politique de détection des élites au niveau des binationaux. Parce que sur le plan local, notre environnement ne nous permet pas de faire de grandes performances. Pourquoi? Mais pourtant, nous avons beaucoup d'eau. Il y a certains qui parlent même de Gambier. Nous avons de grandes populations lacustres et qui savent nager dans diverses conditions. Est-ce que, ça ne devrait pas être un atout? Voilà, ça c'est le second axe de notre plan stratégique. D'accord. Sur le plan local, multiplier les détections de talents, accroître le nombre de pratiquants et faire de nos enfants des athlètes. Et c'est sur ce plan que nous avons, de 2022 à 2024, suscité la création de nouveaux clubs. Sinon, depuis des décennies, la natation a été créée la fédération de natation a été créée en l'an 2000. De 2000 à 2022, en 22 ans, le club n'était qu'à Cotonou et qu'à Porto-Novo. Pourquoi ce retard? Aujourd'hui, sous l'impulsion de l'actuelle équipe qui est au ministère des Sports, je vais parler du ministre des Sports, M. Dato Benoît, qui a commencé par mettre en place une directive pour bénéficier des subventions de l'État. Il y a des critères bien définis. Et entre autres critères, il faut avoir un certain nombre de clubs pratiquant la discipline. D'accord. Il faut avoir au moins sur l'ensemble du territoire national. Sur le territoire national. D'accord. Cela nous a poussé à travailler un peu plus. Et aujourd'hui, vous allez à Parakou, vous avez des clubs de natation, à Natitengu, à Djougou, à Soava, ainsi de suite. Donc sur toute l'étendue du territoire. Sur les 12 départements que nous avons dans notre pays, il n'y a que 2 seuls qui n'ont pas encore de club de natation. Il n'y a que le Koufo et la Libori. Oui. Club de natation, cela rime aussi également avec l'infrastructure. Est-ce qu'il y a l'infrastructure qu'il faut pour pouvoir faire pratiquer véritablement ce sport? Ah oui, ça c'est le pan du problème. Oui. Sur le plan national, nous n'avons pas encore une seule piscine olympique. Nous n'en avons pas. Sur le plan national? Sur le plan national, nous n'en avons pas. C'est pourquoi je disais tantôt, pour décrocher une qualification aux Jeux Olympiques, il faut travailler avec les binationaux qui sont à l'international. Ceux qui sont dans des environnements plus adéquats. D'accord. Mais sur le plan local, parce que la mission de fédération n'est pas que de gagner des médailles, mais avoir beaucoup plus de pratiquants, démocratiser la pratique de la discipline, oui. Ça comme mission. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire créer des clubs un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Mais après avoir créé ces clubs, après avoir suscité la pratique de la discipline, il faut des encadreurs. Il faut des encadreurs, c'est-à-dire des entraîneurs. Et dans notre plan de travail 2025,
nous avons mis en place la formation de 2 sessions de formation d'entraîneurs, entraîneur niveau 1 et entraîneur niveau 2. Nous allons revenir justement sur la formation de ces entraîneurs. Oui. Déjà, vous avez parlé des prouesses, des performances enregistrées par certains athlètes dans la discipline natation. Oui. On se rappelle lors des championnats d'Afrique de natation zone 2 tenus du 7 au 9 octobre 2024 à Accra, si j'ai bonne mémoire, au Ghana. Les athlètes béninois ont réalisé une performance exceptionnelle et ils ont décroché un total impressionnant de 32 médailles, dont 10 en or. Une vraie démonstration de talent national, on dirait. Ah oui, c'est pourquoi je dis que la natation se trouve dans ses plus beaux jours, c'est aussi. Tout ça, j'avoue, c'est l'équipe en place au ministère des Sports. La politique de l'actuel ministre des Sports. Oui. Et tout ça aussi sous l'égide du PAG. Ça je le dis. Aujourd'hui, il y a plus de moyens. On met plus de moyens dans le sport. Parce que si nous sommes allés à Accra, décroché 32 médailles, avec 10 médailles d'or, nous étions partis avec 14 athlètes. 14 athlètes. 14 athlètes. Pour 32 médailles. Pour 32 médailles. Ouais. Alors que dans un passé, pour aller à cette compétition, on y allait avec 1 ou 2 athlètes. Mais hors du continent, dans les Jeux internationaux du Bénin, le Bénin ne semble pas véritablement en vue. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Vous avez tout à l'heure parlé des Jeux olympiques, par exemple. Avant les Jeux olympiques, je vais parler d'abord des championnats d'Afrique. Sur nous sommes partis, nous avons eu 32 médailles. Oui. Pour une première fois qu'on a atteint ce niveau. Mais pour une première fois aussi, nous sommes allés en île Maurice. Et le Bénin a pu décrocher une médaille de bronze. Pour une première fois, une médaille au niveau africain. D'accord. Et c'est notre compatriote Badi Alessis. Il vit à Paris. C'est lui qui a pu décrocher cette médaille. Et aussi aux derniers Jeux olympiques Paris 2024, c'est vrai que le Bénin n'a pas pu avoir la qualification, mais il y a une large amélioration du temps, des chronos. C'est-à-dire on sent qu'il y a un travail qui se fait, puisque le ministère est prêt aujourd'hui à prendre en charge la préparation de ces athlètes, ces binationaux qui sont dans la longue liste des Jeux olympiques 2028. Donc un travail est en cours, en concertation, bien sûr en symbiose avec le ministère des Sports. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez démarré une formation récemment au profit des formateurs de la natation. Quels sont les enjeux de cette formation? Ah oui, tel que je le disais tout à l'heure, après avoir suscité l'envie de la pratique, oui. Après avoir mis en place des clubs, il faut des encadreurs. Oui. Parce que les élèves ne sont qu'à l'image de leur maître. Vous avez des enfants qui vont nager, mais il y a la natation pour le maintien, il y a la natation pour des compétitions professionnelles. Et pour les compétitions, il y a 4 niveaux. Il y a d'abord le niveau préparatoire. Là, c'est pour les enfants juste après 5 ans. Ça démarre après 5 ans. D'accord. Un enfant qui a 5 ans, qui a 6 ans, qui peut déjà commencer la préparation. Il y a le niveau initial, 8 à 12 ans. Le niveau de développement, ça c'est à partir de 12 à 14 ans. Et maintenant, le niveau de performance, le niveau de compétition de 14 à plus. Mais pour avoir des athlètes répondant à ces niveaux de formation, il faut des acteurs, il faut des entraîneurs bien formés. La dernière session qui a eu lieu, dernière session de formation qui a eu lieu au Bénin, c'était en 2013. On a formé les entraîneurs de niveau 1. De 2013 à 2025, plus rien. Plus rien. Et parmi ceux-là qu'on avait formés depuis 2013, il y a beaucoup même qui ne sont plus dans l'activité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des clubs, nous avons des enfants qui veulent nager, mais qui sont sans entraîneurs. Sans entraîneurs qualifiés. Qualifiés. C'est pour ça que nous avons mis en place un programme de travail, donc une session de formation. On a sollicité le ministère des Sports qui a accepté de nous accompagner. Nous avons fait venir un expert de World Aquatique qui est à Cotonou depuis le 1er avril. Et depuis le 2 avril, nous avons démarré la formation. Et je viens de la séance de clôture. Sur 24 apprenants, nous avons eu 23 qui sont admis à cette session. 23 auront le diplôme d'entraîneur niveau 1. Un seul n'a pas pu, malgré tout ce qu'on a fait, parce qu'il y a la pratique, il y a la théorie. Un seul n'a pas pu, et ce dernier n'aura que l'attestation de participation. Mais 23 sur 24, il peut dire que c'est un succès.
Ça, c'était bien. Très rapidement, M. Ontondi, quels sont les défis qui se présentent aujourd'hui à vous et pour améliorer les performances de la Fédération de natation, surtout la discipline sur le terrain? Oui, les défis sont énormes. Ouais. Tout à l'heure, je disais que sur le plan national, nous n'avons pas une seule piscine olympique. Ça, c'est le premier défi. On n'a pas d'infrastructure. Il n'y a que des hôtels qui construisent leur piscine pour leurs clients et que nous allons solliciter pour faire la pratique. Pour vous accompagner. Pour nous accompagner. Ça, nous demandons aux autorités de notre pays. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en téléchargement. Les études sont en cours. Mais tant que nous n'avons pas encore vu des piscines sorties de terre, nous ne comptons toujours pas réclamer. Nous ne comptons pas par demander à nos autorités de bien vouloir accompagner cette discipline. Normalement, la natation doit être un sport imposé à tout citoyen. Parce que la natation, c'est la santé. Savoir nager, ça peut sauver la vie. Ouais. Savoir nager, ça peut sauver la vie. J'avoue que moi, je me balade avec mon permis de noyade pour l'instant. Donc, je suis certain que je vais passer très bientôt par apprendre à nager et devenir un bon poisson dans l'eau. Mais voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de grand format et bon courage à tous les athlètes de la nation et de la natation, pardon, et à tous les sportifs béninois en général. Restez avec nous pour la suite parce que tout de suite, mesdames et messieurs, c'est l'heure du récapitulatif de l'actualité de la semaine à travers la revue hebdomadaire présentée par Assiomo Kanya Siongbon. Le temps d'installer notre invité média pour le décryptage juste après ceci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être sur la revue de presse hebdomadaire. Courant la semaine qui s'achève, la Nation publiait un article sur l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a visité le centre hospitalier international de Calavi le lundi 31 mars dernier et au terme d'un périple plein d'émotions, il a exprimé son ressenti. Son passage dans ce centre hospitalier lui a rappelé, dira-t-il, sa jeunesse en France. Quand je suis rentré ici, cela m'a un peu évoqué ma jeunesse en France, a-t-il confié. Nicéphore Soglo se réjouit de voir que le Bénin a franchi une étape importante dans le secteur de la santé. Nous avons maintenant le CHIC. Après l'hôpital Vibek-Futukumaga, le CHIC, ce nom en dit beaucoup. C'est vous dire que je suis heureux d'être là, de constater que le pays travaille et qu'on a pu nous faire confiance pour nous donner les moyens d'acquérir ces équipements. C'est le sentiment qui m'habite à l'issue de cette visite, a-t-il martelé. En analysant cette démarche de l'ancien président, Fraternité estimait que sur un autre plan, ces visites peuvent être vues comme une démarche d'évaluation et de positionnement politique de la part de Nicéphore Soglo. En soulignant les avancées réalisées, il envoie un message subtil. Le développement du Bénin est en marche, mais il nécessite un suivi rigoureux pour garantir son efficacité et son inclusion sociale. Il pose ainsi les bases d'un débat plus large sur la continuité des politiques publiques et la nécessité d'un développement qui bénéficie à l'ensemble des citoyens. Cette série de déplacements est donc bien plus qu'un simple tour d'horizon des infrastructures stratégiques du pays. Elle s'inscrit dans une réflexion plus profonde sur les modèles de développement adoptés et sur leur impact réel sur le quotidien des Béninois. En cela, elle constitue un moment clé dans le débat public sur l'avenir économique et social du pays. Le matinal de Le Rapporter qui confie qu'au terme de cette visite ici, je suis heureux et impressionné parce que notre pays est arrivé à se doter d'un minimum pour ce qui concerne la santé de ses habitants. On avait évidemment le centre qu'on avait baptisé du nom du premier président, Hubert Maga. On voit que le temps a évolué et que cet hôpital est à la hauteur des besoins modernes. Je suis heureux également parce que dans n'importe quel pays, ce sont les questions de base qu'il faut régler. Le gouvernement avait déjà au départ l'hôpital Hubert Maga
Maintenant, nous avons le chic. D'abord, le nom en dit beaucoup, le chic. Toute une autre actualité avec Fraternité qui mettait l'accent sur 19 officiers des forces armées béninoises décorés de la médaille de la défense nationale échelon argent pour leur engagement dans l'opération Mirador. La cérémonie s'est tenue au camp militaire Séropéra de Parakou sous la présidence du chef d'état-major des FAB, le général Fructueux Baguidi. Cette distinction vise à valoriser la discipline, la bravoure et le mérite des militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au nord du Bénin. Selon le chef d'état-major, elle récompense des actes d'héroïsme et de courage, parfois accomplis au péril de leur vie. Au nom des récipiendaires, le colonel Constant Yaovi Aïou a exprimé sa gratitude au haut commandement militaire, soulignant que cette reconnaissance est un encouragement à poursuivre leur engagement pour la sécurité nationale. Découvrons avec la nation le rapport économique 2025 sur l'Afrique, produit par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La performance budgétaire du continent devrait s'améliorer avec un recul des déficits et un réajustement progressif des finances publiques. Le Bénin se distingue par sa discipline budgétaire alignée sur les normes internationales et sa stratégie efficace de gestion de la dette. Des sous-régions comme l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale affichent une tendance à la stabilisation grâce à une gestion budgétaire plus rigoureuse. Sur ce point, le Bénin fait figure de bon élève en matière de discipline budgétaire. Aligné sur les normes communautaires de l'UMOA et les recommandations des institutions financières internationales, le pays a adopté une stratégie prudente en matière de gestion de la dette et de mobilisation des ressources. La dette publique du Bénin est restée sous contrôle, avec un ratio dette-PIB. Dans la semaine, Bénin Intelligence s'est intéressé à une activité des femmes de l'Union progressiste Le Renouveau de la commune de Semepodji qui ont célébré en différé le samedi 29 mars la Journée internationale des droits des femmes. L'événement est axé sur le thème leadership féminin et autonomisation des femmes à l'ère de la rupture, un moment clé pour sensibiliser et mobiliser les femmes autour des enjeux de leur émancipation. Parmi elles, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, membre influent de la haute direction du parti, ainsi que le député Charlemagne Honfort, natif de Semepodji. Et parlant de députés, des parlementaires béninois étaient en France il y a quelques jours. Une mission de 5 jours desquelles Libération notait des relations bilatérales consolidées. Le pays émergent expliquait que les députés béninois ont exploré divers aspects du contrôle budgétaire et de la gestion des finances publiques à travers des rencontres avec des personnalités de haut niveau. La mission a débuté à la Cour des comptes française avec des présentations sur son rôle dans l'évaluation des politiques publiques et le suivi rigoureux des députés de l'État. Les délégués ont également découvert les plateformes de signalement citoyen et les mécanismes d'interaction entre cette institution et le Parlement. Pour sa part, Matin Libre pointait que les élections générales au Bénin sont de plus en plus d'actualité. Le dépôt des dossiers pour la présidentielle est prévu conformément au code électoral pour le 11 octobre prochain au plus tard. Quant au premier tour de cette élection, il est prévu pour le 12 avril 2026. Alors que le Bénin est à quelques encablures donc de ces échéances, aucune animation de la vie politique ne s'y penche. À Tône et à Faune, le gotha politique semble être en manque d'inspiration. De la mouvance à l'opposition, rien ne se sent ni se ressent sur le terrain, alors que le chef de l'État, qui visiblement est à l'aune de ses récentes sorties médiatiques, veut demeurer au centre de la désignation de son dauphin. Ses adversaires politiques ne donnent de leur côté aucun signe sur les contours de leur participation éventuelle à cette joute électorale à l'issue de laquelle Patrice Talon devra passer le témoin. Et justement, un billet de Fraternité se demandait qui sera le successeur de Patrice Talon.
En attendant de pouvoir répondre à cette délicate question, on scrute parmi les prétendants possibles, on spécule, on suppute, on évalue les chances de l'un ou de l'autre, on cherche le dauphin, celui qui se présente aux yeux du chef de l'État comme le meilleur d'entre nous. Originellement, un dauphin, c'est le prince, le premier dans l'ordre de succession. En République, il est devenu le favori du chef de l'État, non plus juste le bénéficiaire d'un heureux hasard dans l'ordre des naissances. En fait, le dauphin est supposé être pétri de qualité. On décrit l'animal totem auquel il est identifié comme étant de nature sociable et ayant un tempérament joueur, une intelligence remarquable et un visage sympathique. Face au tableau illisible de la succession qui ne laisse transparaître aucun indice, on pourrait tenter de renseigner la base de données avec cette description sommaire. Et la gueule du dauphin apparaîtra peut-être, sinon il ne restera plus qu'à donner notre langue au chat. En attendant, la fumée blanche. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Sacré Assomo Kenya, second merci pour cette belle revue hebdomadaire qui fait le récapitulatif de l'actualité de la semaine. Et justement, notre invité média est déjà avec nous, Sergino Lokosso. Bonsoir. Bonsoir Eric Gaba, bonsoir à tous les amis téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Vous êtes analyste politique et journaliste au quotidien Le Matinal. Comment se porte ce quotidien béninois d'information et d'analyse? Le quotidien Matinal se porte très bien. Tout se passe bien au niveau du quotidien le Matinal. Voilà. Vous avez suivi l'actualité tout à l'heure et je sais que vous avez été impressionné par certains aspects. Mais d'abord, la première question pour vous, le tout premier sujet que nous allons aborder, c'est la décoration des officiers supérieurs de l'armée béninoise déployés dans l'opération Mirador dans la partie septentrionale du pays. Pensez-vous que cette décoration est vraiment méritée? Oui, je crois que cette décoration est méritée parce qu'il faut le dire. Ces hommes qui ont été décorés, oui, ils ont décidé d'offrir leur poitrine pour sauver la nation. Et donc quand c'est comme ça, ils ont été dans l'opération Mirador qui a été lancée depuis 2021 pour repousser les terroristes, ouais, et qui agissent dans le nord du pays. Et cette opération, c'est pour sécuriser un peu la partie septentrionale du pays. Et ces forces de l'ordre qui ont été déployées sur le terrain pour faire le travail, ils l'ont fait avec des difficultés, il faut l'avouer. Mais dans ceux qui ont été récompensés, c'est parce qu'ils ont fait, enfin, à cause des faits d'armes, à cause de ce qu'ils ont démontré sur le terrain. Et donc je pense que quand ça vient comme ça, c'est pour dire que le peuple est en train de vous soutenir, le peuple est reconnaissant de ce que vous faites, parce que ce n'est pas n'importe qui donne sa poitrine pour sauver la patrie. Donc, prix du sacrifice suprême. Exactement. Donc quand ils le font, il faut quand même qu'à un moment donné, on puisse identifier ceux-là qui le font très bien et les primer. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut quand même que, enfin, l'armée dans les mois, les années à venir va encore détecter d'autres personnes qu'elle va décorer. Et je pense que il faut quand même, il y a des critères qu'il faut respecter pour pouvoir décorer. Donc c'est pas comme du pâté qu'on distribue, non. On distribue parce qu'ils sont méritants, parce qu'ils ont mérité, parce qu'ils ont décidé de repousser loin ces terroristes qui tuent les populations, qui sont, qui veulent toujours gagner du territoire dans le Bénin. Et ce qui favorise ça, il faut vous dire que c'est au niveau du golfe de Guinée, les pays de l'AES, ça fait que beaucoup de ces terroristes se replient vers le Bénin. Et donc le Bénin a décidé, notamment sous l'impulsion du président de la République, et qui a décidé de donner les moyens qu'il faut à ces forces armées, de renforcer leur capacité technique, leur capacité en matière des finances et en matière de ressources humaines également, parce que depuis son installation, on ne fait que recruter des hommes pour faire face aux terroristes, parce que le développement du Bénin, ça passe par là. Il faut qu'il y ait de la sécurité dans le pays. La sécurité
son temps du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les communes du pays, pour quand même que les développements soient impulsés. Parce que quand vous n'êtes pas tranquille, quand vous n'êtes pas en sécurité, je ne pense pas que nous soyons sur ce plateau actuellement, parce que nous sommes en sécurité, parce qu'on sait que quand on va sortir d'ici, on va rentrer chez nous en paix, que nous sommes ici. Et donc je pense que c'est le moment de les encourager d'autres personnes qui restent, parce qu'ils ne sont pas seulement, enfin ceux qui luttent contre les terroristes ne sont pas seulement les militaires, il y a également les policiers. Je ne sais pas si au niveau de la police, il y a également ce genre de décoration, ce genre d'encouragement, je vais dire, parce que c'est des gens qui ont décidé de le faire. Rentrer dans l'armée, ce n'est pas donné à n'importe qui. Chacun a choisi son métier. Moi, j'ai choisi le mien. Je suis journaliste parce que je sais que je n'ai pas les aptitudes pour faire face aux terroristes. Donc, j'ai choisi mon métier. Donc, quand ils ont choisi ce métier-là, il faut les encourager. Et moi, je le dis toujours, au-delà du renforcement des capacités, des moyens techniques, il faut également les motiver. Et je continue, je le dis et je vais toujours le dire, la meilleure façon de motiver quelqu'un, c'est de remplir son estomac comme cela se doit. Et pour remplir, un estomac bien rempli produit des merveilles. Pour le faire, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les primes et que les primes soient données de façon régulière pour les encourager. Oui, vous avez bien fait de toucher la cerise parce que là, au-delà, je voulais vous demander, au-delà de la décoration, ce sont des vies qui sont constamment éprouvées sur le champ de bataille. Exactement. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres manières, à part la décoration bien évidemment, pour les encourager, surtout que pour la plupart, ce sont des pères et des mères de famille. Exactement. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que ceux qui s'engagent dans ces missions-là, il faut qu'on les encourage. Parce que c'est au péril de leur vie. Oui. Ils laissent parfois leurs femmes et leurs enfants pour aller sur les fronts de bataille. Et donc, quand ou leur mari ou leurs enfants. Enfin, exactement, ou leur mari. Et donc, quand c'est comme ça, il faut quand même essayer de mettre en place un système qui les encourage. C'est-à-dire, j'ai laissé femmes et enfants, mari et enfants, mais il faut qu'en retour, qu'il y ait une compensation, comme on le dit. Des primes de risque. Des primes de risque, pourquoi pas. Suffisamment. Justement, et que ces primes soient données de façon régulière, qu'il n'y ait pas du deux poids, deux mesures dans l'attribution de ces primes-là. Et je pense que si on le fait de cette façon, on va gagner dans la lutte contre le terrorisme, parce que ce sont les hommes qui vont faire la lutte. Ce ne sont pas les machines. Même si ce sont des machines, il faut que des hommes pour actionner. Il faut des hommes pour actionner ces machines-là. Et donc, je pense que le chef de l'État est dans cette dynamique-là, notamment par le recrutement. Déjà, je crois, de 2016 à aujourd'hui, c'est 8000 hommes qui ont été recrutés dans l'armée pour quand même faire face à ces attaques terroristes. Donc, pour le faire, je pense qu'on ne peut quand même pas recruter des gens et ne pas les motiver. Et je pense que c'est la motivation, c'est le renforcement de capacités, c'est la formation également. La formation, il faut quand même que le Bénin, parce qu'on ne peut plus lutter seul. Contre ces terroristes-là, il faut que les pays qui ont déjà l'expérience, notamment les grandes puissances, par exemple la France et d'autres pays, qu'on puisse essayer de nouer des partenariats. Ça se fait déjà, mais renforcer encore ces partenariats, former les hommes, parce que pour aller contre ces terroristes-là, il faut disposer de bonnes stratégies. Et la bonne stratégie, ça ne s'improvise pas, il faut l'avoir au cours d'une formation. Ouais. Deuxième sujet pour vous, c'est le Lokosso. Je l'appelle, moi personnellement, la guerre des chiffres sur les réseaux sociaux. Un citoyen aurait annoncé que le pont de Ouamet 2 est construit avec un montant de plus de 95 milliards de francs CFA. Une information devenue très rapidement virale, comme vous pouvez l'imaginer. Et très rapidement, le ministre conseiller Jacques Ayadi est promptement monté au créneau communiqué par un communiqué de presse pour démentir ces chiffres en précisant que le pont n'aura coûté que 15 milliards de francs CFA. Il y a une grande différence entre 15 milliards et 95 milliards, non? Exactement, c'est grand comme ça, quoi. Donc comme le pont. Exactement, c'est grand. Donc je pense que nous sommes dans un état de droit. Et moi, je pense que dans un état de droit, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent. J'ai pris l'habitude de le dire, c'est réel. Ce sont les lois qui gouvernent. Et donc, quand un citoyen publie une information sur les réseaux sociaux, il faut que le citoyen soit en mesure de donner la preuve de ces informations. Aujourd'hui, on est, les démocraties, notamment celles africaines, sont confrontées à ce défi-là, le défi de la désinformation. Et donc, quand il y a ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ça? Je pense que la première chose, c'est qu'il faut condamner. Je ne refuse pas. Mais la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'un Quidam publie une fausse information en ce qui concerne la gouvernance, parce qu'il s'agit de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, les chiffres qu'on avance doivent être des chiffres vérifiés. Et donc, quand c'est comme ça, il faut que les gouvernants actuels puissent renforcer ou mettre ces informations sur les plateformes du gouvernement, à défaut du ministère
concernés. Et moi, je voudrais inviter les gouvernants qu'ils n'ont qu'à dynamiser les plateformes, notamment du gouvernement, et notamment des ministères concernés, parce qu'il s'agit de la gouvernance. Et quand il s'agit de la gouvernance, je pense qu'il faut bien ordonner les choses, et l'État a les moyens de sa gouvernance. L'État a les moyens de donner les vrais chiffres. Ne pas attendre qu'un quidam mette sur les réseaux sociaux une fausse information pour revenir corriger. Oui. C'est vrai que c'est une bonne chose, mais il faut mettre à disposition ces informations. Il faut que par un clic sur la plateforme du gouvernement, qu'on ait les différents projets, les projets PAPC par exemple, le BSOK, H, tout ça, le coût doit être là, l'entreprise qui a réalisé ces projets, le nombre de la période pendant laquelle le projet a été réalisé, le montant, il faut que ça soit véritablement. Je pense que c'est un défi de des informations. Et l'autre chose, c'est que le code du numérique a prévu un certain nombre de choses. Je sais que dans la Constitution, l'article 23 de la Constitution fait de la liberté d'expression un droit fondamental. Mais ce droit n'est pas absolu. Il faut que ça s'exerce dans les limites prévues par la loi, notamment le code du numérique. Il faut éviter, je vais dire, il faut quand même éviter un certain nombre de choses, c'est-à-dire respecter les limites, notamment le respect de la dignité, de la vie privée, vérifier les informations, ne pas publier des informations qu'on ne peut pas prouver. Donc je pense que celui qui a publié cette information, et même le ministre conseiller, je crois, aux infrastructures l'a dit, qu'il doit montrer la preuve de ces allégations. On sait également qu'il y a le code numérique qui est là, mais que dit le code numérique dans ce sens-là? Non, je ne sais pas, mais ce que je sais, au-delà du code numérique, je pense que tout acte de l'homme, enfin de quelqu'un qui cause dommage à autrui, la personne doit réparer. Et donc je pense que ça c'est un dommage. Ça c'est pour montrer que le pays n'est pas bien gouverné. Parce que quand on avance, regardez l'écart qui est entre les 95 et 95 quand c'est fait, même si celui qui a publié ne veut pas nuire, l'intention, c'est pour nuire. En tout cas, je ne suis pas juge pour apprécier, le juge va apprécier. Et donc je pense que quand c'est fait comme ça, il faut renforcer. Notamment, c'est un défi auquel nous sommes confrontés. Il faut que les services de l'État, notamment ceux qui sont habilités sur l'espace numérique, parce que l'espace numérique n'est pas un espace de non-droit. Il faut quand même réglementer un certain nombre de choses. Il faut que celui qui est chez lui à la maison et qui publie une information à travers les réseaux sociaux soit en mesure de corriger, de vérifier son information devant les tribunaux. Il faut qu'ils soient en mesure de dire j'ai une information de tel pas, de tel pas, de tel pas. S'il ne le fait pas, il tombe sur le coup de la loi. Et je l'ai dit, nous sommes dans un état de droit. Quand vous tombez sur le coup de la loi, on vous applique la loi et vous êtes condamné, vous payez des amendes et c'est comme ça. Il y a un aspect que vous avez occulté, je ne sais pas si c'est volontairement. Vous savez, celui qui envoie l'information est à part, mais on partage aussi. Il y a beaucoup de citoyens qui partagent très rapidement. Vous savez, le Béninois est friand du sensationnel. Et quand une information comme ça vient, on partage. Est-ce que celui qui partage aussi, il est en difficulté? Non, il est en difficulté parce que, je dis, ce qu'il faut faire, c'est la question que je me pose. Comment imposer des garde-fous en ce qui concerne la publication de ces informations-là, sans mettre en péril, pour autant, la liberté d'expression? Parce que c'est très important. Et donc, il faut le faire. Pour le faire, c'est qu'il faut, si possible, si le code n'a pas abordé ces aspects, parce que ce sont des aspects que, je crois, à ma foi, le code n'a pas abordé tous ces aspects. Pourquoi je le dis? Parce que l'espace numérique est un espace en pleine mutation. Et donc, quand c'est comme ça, il faut que le législateur veille à cela, veille à adapter le code aux réalités actuelles. Comment on peut faire pour que quelqu'un qui publie une information, toi tu vois, ça t'intéresse, tu publies, l'autre voit, ça l'intéresse, tu publies. Comment on peut faire pour rattraper tout cela? Je pense que ce n'est pas évident, mais on peut quand même rattraper celui qui a mis l'information. C'est une fausse information, on peut le rattraper, on peut l'incriminer par rapport à ce qu'il a publié comme fausse information. Et donc je pense que ce défi-là, il faut que les gouvernants puissent arriver à faire truc-là, à trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir recadrer un certain nombre de choses. Parce que, je le dis, nous sommes en train de traverser une période assez sensible. C'est la période d'avant-élection. Et donc, il ne faut pas permettre à ce que les gens envoient n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut renforcer. Et je pense que la HAC est dans cette dynamique-là, de renforcer, d'assainir. Assainir, oui, mais pas restreindre les libertés. Il faut assainir. Il faut que ceux qui mettent l'information sur les réseaux sociaux, notamment les pseudo-activistes, qui s'improvisent journalistes et qui sont les premiers à mettre les informations qui ne sont pas vraies. Et je pense qu'ils n'ont pas les réflexes d'un journaliste qui a été formé pour le faire, parce que le journaliste sait que quand il a une information, il doit vérifier si l'information est vraie ou fausse avant de publier. Non seulement il ne peut pas publier l'information en l'état, il faut qu'il traite l'information. C'est-à-dire quoi? Les accidents que nous voyons aujourd'hui, et les gens, ils envoient les photos comme ça, avec du sang, tout ça. Je pense que le journaliste ne peut pas le faire. Et donc, ils ne sont pas formés pour ça. C'est le professionnel des médias qui est formé pour ça. Et donc, je pense que c'est
le moment de donner les moyens qu'il faut aux professionnels des médias pour faire le travail comme cela se doit. Et maintenant, sur l'espace numérique, c'est qu'il faut sensibiliser. Il faut montrer aux gens que l'espace numérique n'est pas un espace de non-droit. Et quand tu le fais, on t'arrête. Parce qu'il y a un code numérique qui existe et que le code, il faut sensibiliser. C'est vrai que le code a été voté, promulgué, nul n'est censé ignorer la loi. N'empêche. Mais pour cette période, moi, je propose à nos gouvernants de sensibiliser encore, de continuer la sensibilisation avant de réprimer. Pour vulgariser davantage. Justement, avant de réprimer, notamment dans les langues nationales, parce que ceux qui publient, ce sont parfois les gens qui sont dans nos contrées et qui n'ont pas été forcément à l'école. Quelqu'un qui précise que le pont a coûté 95 milliards, au moins celui-là, ça écrit. Oui, il s'est écrit, oui, il s'est écrit, mais je dis, l'intention, c'est peut-être de nuire. L'intention, c'est de montrer que... Peut-être pas aussi. Bon, peut-être pas aussi. Je ne suis pas juge pour l'apprécier, voilà. Mais quand ça sort comme ça sur les réseaux sociaux, on se dit, mais l'intention, c'est de montrer qu'en fait, le pont n'a pas coûté ça, mais ça a coûté ça. Donc, je pense qu'il faut quand même que nous puissions être des vecteurs de la publication de bonnes informations, même si nous ne sommes pas journalistes, il faut vérifier. Il faut savoir partager aussi. Il faut savoir partager aussi, c'est très important. Ouais. Troisième question pour vous, Sergino Lokossou. Je sais que vous êtes un féru du football. Nous avons assisté récemment à une réunion inédite entre la Fédération béninoise de football et la sélection nationale. Avant de venir aux aspects techniques abordés par les deux parties, c'est la première fois qu'une telle réunion se tient devant les médias. Pourquoi ce choix, selon vous? D'habitude, nous avons juste droit à un communiqué après la rencontre, mais cette fois-ci, la réunion se tient devant les caméras et devant les micros. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut peut-être justifier le fait par l'importance de la réunion, l'enjeu, on va dire ça comme ça. D'accord. Peut-être que le président de la fédération ou ceux qui ont organisé la réunion en le faisant, c'est peut-être pour mettre le sélectionneur devant ses responsabilités. Parce qu'il y a beaucoup de reproches qui ont été faits aux sélectionneurs. Ouais. Même, je crois, quelque part, le président de la fédération est allé jusqu'à dire on a espéré qu'avec votre arrivée, que les choses puissent changer, mais ce n'est pas le cas. Et donc, il a fait des propositions. Je pense que l'un dans l'autre, c'est pour que le football béninois aille mieux. C'est pour que le football béninois ne fait plus de piètres prestations dans les compétitions. Et c'est très important parce que quand vous voyez le président de la République qui fait des investissements importants, des investissements innovants, notamment la construction la construction de stades dans toutes les communes pratiquement, notamment le renforcement des capacités des écureuils, le renforcement des guépards. Pardon, des guépards, écoutez pour moi, des guépards. Vous avez du mal à intégrer le mot guépard, on dirait. Des guépards et un certain nombre d'initiatives qui sont prises quand même par les gouvernants pour que le Bénin devienne une nation de football quand ça vient comme ça et qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut que chacun soit mis devant ses responsabilités. Je pense que c'est dans cette dynamique-là que le président de la Fédération béninoise de football est, en faisant des remontrances aux sélectionneurs, en lui montrant un certain nombre de choses, notamment comment faire pour dynamiser l'équipe. Il a même fait des propositions. Et je pense que c'est un discours pour le moment. Et au-delà de ce discours, nous espérons que des actes soient posés. Parce que c'est très important, il faut que des actes soient posés et que le Bénin soit véritablement une nation de football. Et que quand les guépards ont des compétitions, qu'il y ait toujours cet engouement des Béninois, des supporters que nous sommes. Parce que je crois bien, dans ce qui a été soulevé comme difficulté, il y a que l'équipe n'est plus soutenue comme cela se doit. Et c'est normal, quand une équipe, à chaque fois, fait de piètres prestations, on est découragé. Et donc, pour ne plus être découragé, je pense que c'est une bonne chose d'organiser ces genres de réunions, de mettre chacun devant ses responsabilités pour que les choses soient corrigées, les écrits soient nettoyés, afin que le football devienne vraiment, le Bénin devienne vraiment une nation de football et que notre football intéresse et que quand il y a compétition et qu'on applaudit et qu'on soutient également les écuries, je pense que c'est très important. Et également, au-delà de toutes ces difficultés qui ont été énumérées, il faut quand même que on renforce les capacités. Je continue de le dire, la formation, surtout ça, il a relevé ça aussi. La formation et également mettre les joueurs dans les conditions qu'il faut et sélectionner les vrais talents. Il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures dans la sélection, sélectionner les vrais talents et les accompagner. Et même le président de la fédération est allé jusqu'à dire, s'il faut former les gens, que lui il est prêt à les envoyer, les former. Donc je pense que c'est pour le bonheur du football béninois. Ouais, et donc ce qui est fait, on va espérer que d'ici les semaines, les mois, les années à venir, que les résultats soient là et que nous ayons véritablement le Bénin s'illustre
le football béninois puisse s'illustrer. Parce qu'à côté de nous, toutes les nations pratiquement à côté de nous s'illustrent bien. Et donc pourquoi pas nous autres? Alors qu'on a un président de la République qui donne les moyens, qui est prêt. C'est le premier supporter des Guépards? Évidemment, qui est prêt à supporter, qui est prêt à donner les moyens qu'il faut, surtout les moyens financiers. Parce qu'il s'agit de ça en fait. Là où il y a les hommes, il faut. Quand on dit une mission, il faut les moyens. Oui. Justement. Donc, c'est justement pour ça que je vais vous demander, vous avez suivi et écouté les deux parties. Les observations ont été dues par rapport au fond du jeu, la sélection et même et surtout les contre-performances enregistrées. Vous en avez parlé tout à l'heure. Quelle lecture faites-vous de ce rendez-vous, de déballage et surtout, quels sont les aspects qui ont le plus retenu, vous, votre attention au cours de cette réunion? Non, l'impression générale que j'ai, c'est que ça ne va pas. Et on veut que ça aille au niveau du football béninois. Maintenant, les aspects qui ont été soulevés, c'est qu'il faut essayer de rajeunir l'équipe nationale. Il faut que ceux qui ont... Qu'est-ce que vous mettez dans rajeunir l'équipe nationale? Enfin, avoir de talents jeunes, pas des vieux. Il faut sortir ceux qui n'ont plus leur... Vous estimez qu'ils ont fait leur temps et qu'ils doivent laisser la place aux plus jeunes? Il y a certains qui ont fait leur temps, c'est pas moi qui parle. Enfin, quand je suis un peu ce qu'a dit le président de la fédération, il y a certains qui ont fait leur temps. Et donc, quand ils ont fini de faire leur temps, ils peuvent passer. Ceux qui n'ont plus leurs jambes de 21 ans, de 22 ans, de 24 ans, de 30 ans peuvent sortir de l'équipe et qu'il y ait véritablement une saine émulation au sein de l'équipe nationale du sang neuf et que l'équipe fasse des performances aussi bien au niveau continental, pourquoi pas mondial aussi. Et donc il faut espérer. En tout cas, moi je suis pas venu d'espérance. J'espère que un jour le Bénin aussi va présenter une nation de football, une équipe imbattable. Du moins sur le plan continental. Oui, c'est possible. C'est possible parce que si déjà on met en place les infrastructures qu'il faut, c'est-à-dire pour former les jeunes dans presque toutes les communes du pays, il y a quand même un certain nombre de réformes qui ont été mises en place au niveau de la Fédération nationale, au niveau du football, même au niveau du ministère du sport également. S'il y a tout cela derrière le football, s'il y a tout ce mécanisme-là, je pense que le football doit donner des résultats. Et donc il n'y a pas de il y a raison d'espérer, il y a raison d'être optimiste par rapport à l'avenir de notre football, par rapport à l'avenir de notre nation. Et le Bénin sera une nation de football, je suis certain. Voilà. Et s'il y a quelqu'un comme le président de la République pour continuer, enfin, pas mettre de l'argent, mettre l'attention au niveau du football béninois, je pense que le football va sortir. Oui. Pensez-vous qu'avec cette réunion, l'abcès est crevé, le puits complètement vidé, est-ce qu'il y a de l'espoir? Difficile de le dire, difficile de dire que l'abcès est crevé. C'est des remontrances, c'est des reproches qui ont été faits. Et je l'ai dit à l'entame, au-delà de ce discours, il faut que des actes soient posés. Et si on arrive à poser des actes, je pense que l'abcès sera crevé et nous aurions dans les jours, ou pourquoi pas dans les années à venir, une vraie nation de football et que notre équipe nationale ne fera plus de piètres prestations. Donc, moi, j'espère. Merci à vous, Céline Lokosso. Je rappelle que vous êtes analyste politique et journaliste au quotidien Le Matinal. À travers vous, nous saluons tous les confrères de ce quotidien. Exactement, le Matinal aussi qui a été primé comme première presse écrite sportive. Ah oui. Bon, je vais vous facturer la publicité juste après. Bonsoir à tous les confrères du Bénin et d'ailleurs qui nous suivent en ce moment. Mesdames et messieurs, celui que nous allons recevoir maintenant est le président d'honneur de l'amicale des jeunes managers d'artistes du Bénin. Il est aussi le manager du chanteur Gégé Lapino. Il s'agit bien évidemment de Ghislain Estil Agodi. Il viendra nous parler de la place du manager dans la vie d'un artiste, entre l'artiste et le manager. Qui est le patron ? Et pourquoi Gégé Lapino est de moins en moins visible sur la scène nationale. Et puisque nous parlons de Gégé Lapino, nous allons rapidement suivre une capsule vidéo faite par son manager, Ghislain Estil Agodi. Et on se retrouve dans quelques secondes. Accro du showbiz, d'ici et d'ailleurs, bonjour. 2018-2019, il s'est imposé normal d'ici par son tube d'Intololo, qui était mixé d'ailleurs par tous les DJ sur le territoire national. Ça lui a valu le trophée du meilleur artiste révélation de l'année, Bénin Top 10. Master Ked du label Azizadaro Music, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous fait l'honneur ce jour volontiers de nous recevoir pour non pas chanter d'Intololo, non plus chanter son tube VVL, mais pour rendre honneur à un aîné de la musique béninoise, une icône transgénérationnelle. Dieu m'a tout donné, j'ai la santé, l'intelligence que je vais cultiver, je suis fier de moi. Dieu m'a tout donné, j'ai la santé, l'intelligence que je vais cultiver,
je suis fier de moi. Et nous tous ensemble, nous faisons nos raisons, nous faisons nos cantiers. Mais nous maintenant, nous couchons nos raisons, faisons nos raisons. Sonamize soto inuma sonfo aho uye Yerobende akoyani aho uye Mena humanja wontoni bombe aho uye Abosi moje wumi namba bongo home uye aho uye haro Dende akoyani aho uye. L'artiste est un monument célébrant le vivant. Avec Master Kids, c'était Gislain Agboudji pour les mémoires de Gégé Lapino. Bonsoir à vous, Gislain Agboudji. On vous voit rarement sur les plateaux de télévision, mais vous abattez un travail colossal dans l'ombre des artistes puisque vous êtes le président d'honneur de l'Amicale des jeunes managers d'artistes du Bénin. Première question pour vous, c'est quoi un manager? Je vais vous citer... On dit souvent manager, mais c'est quoi véritablement un manager? Je vais vous citer une dame, une grande manager. Elle s'appelle Guylaine Cléry. Elle est originaire de la Guyane. D'accord. Elle a pour habitude d'ironiser sur le manager en disant si l'artiste était un vélo, le manager en est les pédales. Ah bon? Moi, je voudrais aller un peu plus loin. Nous sommes dimanche, vous me permettez de citer la Bible? Allez-y. Nous sommes dans un pays laïque, vous êtes libre d'exprimer votre foi. D'accord. Thomas demandait un jour à Jésus, par quel chemin devrons-nous passer pour aller au Père? Et Jésus lui disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et un peu plus loin, Philippe demandait à Jésus, mais qui est le Père? Et à Jésus de lui répondre tout doucement, qui m'a vu a vu le Père. Je veux bien dire que le manager est pour l'artiste ce que Jésus est pour Dieu. D'accord. Le manager est l'interface directe entre le monde extérieur et l'artiste. Le manager, si l'artiste était une entreprise, le manager c'est le directeur, on peut l'appeler directeur commercial et marketing. C'est le manager qui coordonne, qui met en place le plan de carrière de l'artiste. Voilà. Ah. Et là, ça m'amène justement à poser la grande question qui taraude les esprits. Très souvent, on se demande, entre l'artiste et le manager, qui est le patron, qui dirige qui? Parce qu'il arrive au moment où c'est le manager qu'on voit prendre des décisions, mais il arrive au moment où l'artiste estime que c'est lui qui décide, parce que c'est d'ailleurs son œuvre et c'est lui qui est pratiquement l'idole. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Le manager et l'artiste sont dans une relation de complémentarité. Il serait un peu gauche de dire tel est le patron, tel est l'employé. Nous allons carrément dire, pour clore ce débat, que l'artiste est l'employeur sans que le manager ne soit véritablement son employé. Ils sont dans un rôle de complémentarité. Et ils se comprennent facilement parce qu'est-ce qu'il n'y a pas souvent des conflits d'intérêts? C'est pas facile, comme toute chose dans la vie, mais c'est la confiance qu'il faut mutuellement entre les deux. La confiance. Voilà. Oui. Vous êtes aussi le manager de l'artiste béninois Gégé Lapino. Nous avons vu d'ailleurs la capsule que vous venez de faire tout à l'heure. On aura certainement la chance de le recevoir personnellement ici sur ce plateau dans les prochains jours. Mais puisque vous êtes son manager, vous l'avez dit tout à l'heure, qui me voit le père, vous l'avez dit tout à l'heure, je vous pose deux questions qui reviennent souvent sur votre artiste. Pourquoi Gégé Lapino est de moins en moins visible sur la scène nationale, surtout les concerts d'État et les vaudondaises? On a vu beaucoup d'artistes béninois. Que se passe-t-il? Gégé Lapino fait partie des artistes les plus constants de sa génération depuis 20 ans. Ces derniers singles qu'il a lancés, les 3 derniers niveaux, numéros et week-end, ont cumulé près de 3 millions de vues sur YouTube. Comme ça, il sera difficile de dire que cet artiste n'est pas visible. Le problème qui se pose véritablement, c'est pourquoi on ne voit pas Gégé Lapino sur les scènes nationales.
les concerts organisés par l'État. Sur ce sujet, moi j'ai personnellement adressé un courrier à l'ANAXMO, l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles, pour demander, nous voulons avoir la raison pour laquelle un artiste aussi connu, aussi populaire, n'est presque jamais sur les scènes de l'État. Est-ce que c'est des commissionnaires qu'ils envoient qui vont faire des retours pas trop favorables au nom de l'artiste? On ne sait pas. Mais ce courrier est demeuré sans retour. Lettre morte. Lettre morte. Ouais. Mais est-ce que vous avez essayé de faire d'autres démarches pour savoir pourquoi l'artiste n'est pas souvent invité? Est-ce qu'il y a eu des antécédents? Je ne sais pas trop. Je pose mes questions. Les mauvaises langues disent souvent qu'il est trop cher. Ah oui? Je ne sais pas si... Ah mais si vous êtes le manager, s'il est trop cher, vous devez le savoir déjà. Mais ça veut dire que s'il le dit, c'est que peut-être c'est vraiment cher. Non, ce qui est rare a du prix. Lampineau a un plan de carrière. Lampineau s'est mis dans une démarche de professionnalisation. Il ne fait pas n'importe quoi de sa carrière. Donc, quand on veut quelque chose, on paie le prix pour ça. Il y a encore une question. Pourtant, cette idole, on la connaît, est de la jeune génération. Pourquoi Gégé Lapino ne fait jamais de collaboration avec ses collègues artistes béninois? Je constate que vous vous attendiez à cette question apparemment. Oui, c'est une question qui est tout le temps posée. Ah oui? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un artiste, c'est un plan de carrière. Voyez? Et ceux qui le disent n'ont pas tort. Mais l'artiste aussi n'a pas tort en suivant ce qu'il s'est donné comme objectif. Néanmoins, je peux quand même citer une artiste béninoise, 2H Montondi par exemple, avec laquelle Gégé Lapino a fait un featuring. Gégé Lapino a fait un featuring avec le jeune réalisateur Zebdo. Gégé Lapino a fait un featuring avec un jeune homme qui s'appelle Père à son âme Césario. Ouais. Vous voyez, ça fait 3 artistes béninois déjà que j'ai cités. Ouais. Mais de plus en plus, il se fait rare avec les artistes béninois. Oui, bientôt 20 ans de carrière. Et pour fêter ça, il faut se faire rare, donc reculer pour mieux sauter. Parce qu'après 20 ans, c'est une nouvelle étape. Oui. Ghislain Stillagodji, vous êtes manager, mais vous avez aussi une passion pour la belle plume et surtout les déclamations. Vous avez un amour fou pour le slam. Avant de revenir sur cette passion qui vous anime, nous allons suivre très rapidement un extrait de slam que vous avez fait. C'est un message fort et très touchant. Nous allons suivre un bout de ce slam avec la réalisation. Akpajo manguteri ejemi we, mawe tenwe rankudo. Ajo amano le gbeteri, ikunsole wa bi o. Leje no fo bon, e gaya dodo esego. Nu on be alisado mo foje wa fo. Ero nu ondo alisado nu go ba wa jogbeto. Seulement la trentaine, mais j'ai connu les choses de la vie par centaines. Princesse. À peine ton soleil se lève que déjà on te brise tes rêves. Les hommes ont cru être plus forts. Ils ont fait des sacrifices sur des veaux d'or. Pensez ta mort. Aujourd'hui on connaît ton sort. Toi, va et dors. Ton absence nous rend encore plus fort. Beaucoup de peine si, sinon j'ai tort. Sur ta tombe, ta mère a griffé un like en or. Nos larmes ont accompagné ton corps, puisque tu as arraché ton âme sans aucun vacarme. Pour ton pèlerinage céleste, voilà la lame qui s'alarme. Tant pis à la main qui l'active. Ton oraison funèbre, j'en ai fait. Les larmes aux yeux, j'en ai plus. Mais t'oublier un jour, j'en suis pas si sûr. Car incurable est cette blessure. Du haut du ciel, sois un témoin. Surtout, ne dis rien, ne fais rien. Va auprès de ton père. Là où Aaron désiré Chantal, Orsina Junior et consort t'attendent. Seulement, qui ici le fait, ici le paie. Qui ici le fait, ici le paie. Benoves, le titre de ce slam de Ghislain Stillagodji, je suis bien tenté parce que c'est un message assez touchant.
Et d'où vous est venue l'inspiration de ce slam? De base, j'aime écrire. Ouais. De base, j'aime écrire, j'ai une passion pour l'écriture. Et le 14 janvier 2023, j'ai eu un événement douloureux. J'ai perdu ma fille à l'âge de 3 ans. Et 10 jours après, je devais effectuer un voyage sur la Chine. Et donc, j'avais encore la douleur dans mon cœur. Et dans le vol, je ne faisais que penser à ça. Et quelque chose m'a dit, mais déverse tes sentiments sur un bout de papier. Donc j'ai sorti ma plume et j'ai commencé à écrire pour ma princesse Gracia. Et quand j'étais là-bas, j'ai appelé Gopal, j'ai appelé Liké Rose qui a fait le refrain de ce morceau. On s'est entendu, donc dès que je suis rentré, on a été posé. C'est assez fort comme test, surtout l'inspiration. Toute la rédaction de Canal 3 Bénin vous accompagne dans ces moments difficiles. Je sais que c'est pas facile de parler de ce genre d'événement, mais vous ne déclamez pas que la tristesse, mais aussi l'amour dans sa splendeur, justement. Avec la complicité de la réalisation, nous allons faire une belle déclamation pour tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Gisneh Stilagodji, je vous laisse la tribune. Vous êtes avec la réalisation. Je n'ai plus de vie, à tes côtés j'aimerais y vivre, pour le meilleur ou le pire. Tu es ma vie, ma vie, ma vie, bébé sans toi je n'ai plus de vie, à tes côtés j'aimerais y vivre, pour le meilleur ou le pire. Jessica mon étoile, ma fleur des îles Kerguelen, et si Dieu dit oui, je ferai de ta vie un paradis, une étoile à vie, ne crème même pas les paparazzis. Il paraît que dans le quartier, c'est toi la Rihanna. Et ta démarche fait tomber la plupart des gars. Ils se sont donné le défi de t'avoir, mais aucun n'a pu réussir jusque-là. C'est pourquoi, Sika, je suis fier de toi. Et quoi qu'il advienne, à tes côtés, je serai toujours là. Pour t'enlever des mains des bâtards. Ma vie a changé, je suis une femme mariée. C'est le refrain que tu dédieras désormais aux connards. À ton égard, moi, je serai jamais avare. Laisse toujours ouvert ton dortoir. Je te rendrai visite tous les soirs. Même s'il va pleuvoir toutes les fois, t'as fait de moi un roi, et je sais que je te dois la cathédrale dans laquelle tu me fais asseoir. Quels que soient les éventuels combats, je me battrai pour la faire valoir. Rassure-toi, je suis à toi, rien qu'à toi et que pour toi. Enlève-moi donc du noir et comble-moi de joie, car sans toi, ma vie est sans toi. Tu es ma vie, ma vie, ma vie, et de sans toi je n'ai plus de vie. À tes côtés j'aimerais y vivre, pour le meilleur ou le pire. Tu es ma vie, ma vie, ma vie, et de sans toi je n'ai plus de vie. À tes côtés j'aimerais y vivre, pour le meilleur. Enlève-moi du noir et comble-moi de joie. Sans toi, ma vie est sans toi. Sans toi? Ma vie est sans toi. Eh bien, dis donc, c'est un test assez fort. Merci à vous, Gisneh Stilagodji. Très rapidement, un message à nos téléspectateurs avant que je ne clôture. Bon dimanche à tous et à chacun. Et merci à Canal 3 pour l'invitation. Merci à vous, Gisneh Stilagodji. Merci aussi à vos chers amis téléspectateurs. C'est par cette belle déclamation de notre slammer et manager d'artistes que nous allons refermer le grand format de ce dimanche 6 mars 2025. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Portez-vous bien et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Ne ratez surtout pas le rendez-vous spirituel de 17h. Le thème de l'émission, c'est guérir le cœur grâce au You. Dans cette émission, vous découvrirez l'incroyable pouvoir qui réside dans le son et la lumière du Saint-Esprit. Un rendez-vous à ne surtout pas rater. 17h, heure locale. Portez-vous bien. Bonne soirée chez vous.